Après Uhuru Kenyatta, William Ruto a été ici à Kinshasa. Il vient d'ailleurs de finir sa mission officielle ici en RDC en rapport avec la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Qu'attendre de tous ces balais diplomatiques en République démocratique du Congo? Est-ce que les choses vont certainement bouger au niveau des différents fronts? Front Nord, Front Sud, même au niveau des Kibumba. Nous allons essayer d'en parler avec Jean-Baptiste Kassekwa. Bienvenue. Merci David. Voilà, les fronts diplomatiques est en train de bouger. C'est qu'il y aurait certaines avancées significatives par rapport à ce qui se passe dans l'Est. Alors, le front bouge, mais en réalité, on fait du sur-place. On fait du sur-place. C'est pas différent de la multitude, la dizaine, la centaine de voyages que M. Félix a effectués. Réfléchissons froidement. Il y a deux volets. Le volet politique du processus de Nairobi, il y a le volet militaire. Au plan politique, qu'est-ce que le Kenya apporte qui n'a pas été dit à la conférence de Goma de 2008-2019? Qu'est-ce que le Kenya apporte qui n'a pas été dit à Kampala en 2013 en rapport avec la question, la fameuse question du retour de réfugiés congolais que l'on dit être au Rwanda? C'est ce qui crée vraiment le problème, le nœud de problème. Le Rwanda a toujours lié cela à la présence des FDLR. Est-ce qu'il y a même des camps de réfugiés congolais au Rwanda? Est-ce qu'il y a des cas? Toutes les fois, on a créé une tripartite en 2014. On pose la question à un pseudo-réfugié. Il est originaire de quel territoire? Il est originaire de Lubero. De quel village? Il dit de Minova. Minova, c'est au sud Kivu. Lubero, c'est au nord Kivu. Des gens qui ne savent rien de leur village d'origine. Est-ce que le Kenya a tous les éléments de connaissances pour apporter la solution à cette problématique? Parce que lorsque le Rwanda pose le prétexte du retour des FDLR, et c'est écrit, c'est l'un des pièges du processus de l'affaire de route de Rwanda. La question du retour des FDLR, le Rwanda a été autorisé officiellement à déployer ses troupes à l'est de la RDC. Même sous Tshisekedi, Mouta Tchoumouro a été tué par les éléments de l'armée rwandaise sur notre sol 2019-2020. Beaucoup de cadres de ces réfugiés rwandais de 94. Mais jusqu'à ce jour, le Rwanda continue à clamer. Le Rwanda a occupé l'est de la RDC de 98 à 2003, sous le RCT. Le Rwanda est venu sous l'opération Umoja Wetu. Les supplétifs du Rwanda, dans le cadre d'opération Amanileo, ils ont pris le contrôle du Kivu. Bon, comment le Kenya, lui, va apporter la solution à cette nébuleuse? Même chose pour le Burundi, qui prétend venir régler la question de Rel Tabara dans le cadre de la force régionale. Non. La solution consisterait à ce que on trouve une conférence d'Addis Abeba bis, au cours de laquelle le Rwanda est obligé à démocratiser son système pour que les frustrations que les Rwandais ressentent vis-à-vis de leur système politique ne dégénèrent pas sur le Congo. Le problème des droits de l'homme au Rwanda, le problème de justice. Est-ce que le Kenya a le pouvoir pour imposer au Rwanda de régler cela par un dialogue intra-rwandais? Imposer au Burundi de démocratiser ce système pour que les frustrations que les Burundais ressentent vis-à-vis de leur régime ne se déversent pas sur les Congolais. Imposer la même chose à l'Ouganda. Est-ce que le Kenya est capable de ça? Non. Ce schéma, processus, dialogue, balai diplomatique de Nairobi, vous avez constaté, il était dit que les rencontres devaient commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, le 21, c'est reporté. C'est reporté. Pour la troisième fois. C'est un signe que l'on est dans l'impasse. Parce qu'au même moment qu'on nous disait qu'il y a volet diplomatique, sur le terrain, le Rwanda progresse. Du côté est,
On est sur l'axe Kiwanja, Katiguru, Nyamilima, Ishasha. Les populations sont en train de fuir, n'est-ce pas, vers Nyakakoma. Du côté... Donc, ils sont dans le système de talk and fight. On nous dit très que l'on veut parler, en réalité on ne parle pas. Raison pour laquelle toute la population congolaise doit s'élever pour exercer la pression sur le pouvoir afin que l'on renforce la capacité de nos militaires. Qu'on se rassure comment fonctionne la justice militaire. Pourquoi certains militaires abandonnent simplement le terrain sans combattre? Ils désertent. C'est que je suis en train de dire ici. Ils quittent Nyamilima sans combat. Les militaires jusqu'à Ishasha, Nyakakoma. Ils quittent Tongo. À l'heure où je te parle là, c'est la population du groupement de Bambo, à Cheferil Tebuito, dans le territoire de Rutshuru, où la population est en débandade parce qu'on constate que nos militaires veulent simplement quitter. Comment fonctionne la justice militaire pour nous rassurer qu'il n'y a pas de commandants complices, qu'ils démoralisent les troupes, que ces gens-là sont sanctionnés? Comment nous rassurer que le militaire sur la ligne de front, qui font une bonne résistance à Kibumba, comment nous rassurer qu'il ne manque pas de l'eau, qu'il ne manque pas de la nourriture? Donc, il ne faudrait pas que la population se laisse emporter dans une approche naïve, pensant que c'était Nairobi que viendra le miracle. Donc le miracle ne vient ni de Nairobi, ni de Luanda. Ni de Luanda. Luanda, la feuille de route de Luanda est empoisonnée. Empoisonnée comment? Parce que d'ici là, d'ici jeudi, il y aura encore une autre rencontre. Mais, au niveau... J'ai à le dire ici, que ce soit la feuille de route de Luanda, que ce soit les communiqués de Nairobi du 20 juin, aucun communiqué ne donne la qualification exacte de la guerre d'agression. Aucun communiqué. Les communiqués de Nairobi, je l'ai sur moi ici. Ok. Ça dit ils quoi, parlent du conflit. Voici ce qui est dit. Communiqué, 3e conclave des chefs d'État sur la RDC, processus de Nairobi. Il est dit déterminé à trouver une solution rapide et durable au conflit en RDC. Donc, la guerre d'agression dont nous souffrons, le Rwanda nous attaque, l'Ouganda nous attaque, et les chefs d'État réunis à Nairobi disent il s'agit d'un conflit. Et ils disent, reconnaissent que les voies pacifiques constituent la meilleure façon de résoudre les conflits. C'est un conflit, ce n'est pas une guerre d'agression. Même chose dans l'affaire de route de Luanda, où on dit la présence des FDLR à l'est de la RDC constitue la principale cause des conflits entre le Rwanda et la RDC. La présence des FDLR. Alors que le Rwanda a été ici plusieurs fois, il a eu à maîtriser, neutraliser les FDLR. Donc ça ne constitue pas des menaces. Lorsque les prémices sont fausses, les conclusions sont fausses également. À Nairobi, on qualifie de manière mensongère la crise, au lieu de parler de guerre d'agression, on l'appelle conflit. À Luanda, au lieu de dire que le Rwanda est un pays agresseur, on nous dit que c'est la présence des FDLR qui est la cause des conflits entre la RDC et le Rwanda, et que l'on doit trouver des mesures urgentes pour régler la question des FDLR. C'est dire qu'on tombe à nouveau dans les pièges du Rwanda, de l'accord de Lusaka de 1999, pour légitimer les agressions perpétuelles que le Rwanda mène contre notre pays. Et donc, du moment que le processus de Luanda et de Nairobi repose sur des fausses prémices, nous ne pouvons pas nous faire d'illusion que c'est de là que viendra la solution. La solution vient de la construction de l'État congolais. Et la construction de l'État, nous ne pouvons pas la réaliser tant que nous avons un régime de jouisseurs dans toutes les institutions. Il suffit que le budget de l'État passe de 10 milliards à 14 milliards. À la présidence, on accroît les salaires à 300%. Au gouvernement, même chose.
Au Parlement, même chose. Mais ça, c'est... Dans le ministère... Oui, mais ça, c'est un dépassement budgétaire de l'exercice 2022. Ça, c'est du passé. Cette fois-ci, il y a des prévisions pour 2023. C'est que les députés sont en train de tout faire pour réduire les trains de vie des institutions. Nous avons dit, David, le pays est en crise. Les États-Unis, depuis 1996, ont planifié que l'on procède à la division de la RDC. La balkanisation, ce n'est pas un concept creux. Et ils ont trouvé comme état pivot... De 96. J'ai un document ici. Balkanisation de la RDC. La balkanisation, une commission du Sénat américain s'est réunie. Et une dame intervient au Sénat en date du 8 juin 2096. Et voici ce qu'il dit. 8 juin 1999. Aussi longtemps que le vide du pouvoir continue au Congo, d'autres pays vont continuer à intervenir directement ou pour soutenir des insurrections armées pour sauvegarder leurs propres intérêts. Et il continue en disant, à ce temps-là, on parlait de l'accord de Nairobi, il dit il faut un dialogue entre les partis politiques, la société civile, pour réaliser un accord. Comment on pourra éventuellement remettre le Congo sur pied, ou comment, si nécessaire, le Congo peut être divisé. C'est ça, en 96. Ça, on est le 8 juin 1999, c'est Mme Marina Ottawa qui parle devant la sous-commission de l'Afrique du Sénat américain. Qu'il faut se réunir pour examiner soit comment on reconstruit l'État congolais, soit comment on divise le Congo. Et il conclut, dit, mais si les États-Unis interviennent militairement pour cette décision, tout le monde va dire que les États-Unis apportent une solution coloniale. Et par contre, dit-il, la seule perspective, il dit ceci, l'alternative que je crois être plus appropriée pour le moment est de laisser les pays africains trouver leur propre solution. Cela comprendra une continuation des combats internes et entre États et probablement la division de certains pays avant d'arriver à une nouvelle stabilité. Ce n'est pas une perspective réjouissante, mais il n'y a pas d'alternative réaliste. C'est-à-dire, ils ont décidé de laisser le Rwanda, l'Ouganda, déstabiliser à perpétuité l'Est de la RDC, de sorte que lorsque les populations vont se sentir fatiguées, elles vont lever les mains et dire, bon, vous pouvez balkaniser pourvu que nous soyons à paix. Mais là, c'est un mensonge. Est-ce que la balkanisation peut nous apporter la paix? Pourquoi il y a eu génocide au Rwanda en 1994 alors que le Rwanda c'est un petit pays? Pourquoi le Burundi c'est un petit pays? La République centrafricaine, la Somalie sont des petits pays. Est-ce qu'ils sont stables? L'Ouganda aussi. L'Ouganda c'est un petit pays. Pourquoi pour qu'un pays soit stable, il faut le diviser? Mais pourquoi les Américains ne commencent-ils pas par diviser les États-Unis? Pour que ce ne soit plus un grand pays? C'est un mensonge. Ils veulent contrôler, dominer le Congo. Mais pour sortir de ça, nous devons prendre conscience et construire l'État congolais. Toutes ces marionnettes qui se jettent entre les bras du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, est-ce que l'Ouganda peut travailler pour que le Congo devienne un État fort, un État stable, un État prospère? Est-ce que le Rwanda qui utilise toutes ces marionnettes-là, est-ce que le Rwanda peut travailler? Il y a même des Congolais qui sont derrière eux, derrière les Rwandais, les Ougandais. Ils sont nombreux. Le sabotage du processus électoral à 98 ici a été fait sous la bénédiction du Rwanda et du Kenya. Et le Kenya. Et le Kenya, Uhuru Kenyatta, qui vient aujourd'hui à médiateur, il est le parrain de la coalition Cash à Nairobi. Nous savons que le Kenya vient aussi pour chercher sa part du gâteau. Et si les Congolais ne sont pas vigilants, les militaires kenyans vont faire au Congo ce que les militaires ougandais ont fait, les James Kazini et autres. Tous pensent que à chaque fois qu'il y a une intervention militaire à l'est de la RDC, c'est l'occasion pour accéder à l'or, au bois, au coltan.
ils vont risquer d'instrumentaliser des groupes armés. Voilà, vous parlez de pouvoir certainement armer les FARDC, mais il y a un problème, il y a les régimes de notification qui posent des sérieux problèmes. La RDC sous embargo, la RDC ne parvient pas à s'octroyer des armes sophistiquées comme le M23, et là c'est encore une autre épine. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Sous l'état de siège, on a été bloqué des fonds pour que l'on renforce la capacité de nos services de renseignement à Ituri et au Nord Kivu. On a détourné des fonds ici. Est-ce que c'est le régime d'embargo qui nous a demandé d'acheter des tonnes de reportages de matchs de football au lieu des drones militaires, des drones de renseignement? Est-ce que c'est le régime d'embargo qui nous interdit de nourrir correctement nos militaires sur toutes les lignes de front? Est-ce que c'est le régime d'embargo qui nous interdit de donner des moyens de déplacement à tous ces régiments qui sont à Beni? À la frontière avec l'Ouganda, vous trouvez un commandant qui a une Jeep amortie qui lui a été donnée depuis 2011. Pendant ce temps, on distribue des Jeeps, on distribue des palissades. Les ministres se distribuent l'argent, les conseillers à la présidence. Est-ce que ça c'est le régime d'embargo? Non. Nous devons cesser de prétextes. Prendre conscience, mais la conscience ne viendra pas de ces gens qui ont grandi sous la culture de la jouissance. Il faut que le peuple apprenne à les sanctionner, à les punir. Vous êtes de l'opposition. Le chef d'État appelle à une mobilisation. Vous devrez certainement aussi vous ranger derrière lui pour bouter. Vous avez des belles idées pour mettre hors d'état de nuire tous ces agresseurs. Mais vous êtes à marge. Pourquoi? Alors, nous disons aujourd'hui, le pays est en danger. Félix est devant un choix. Parce que pour nous, il n'est plus question d'accepter n'importe quel type d'accord. Nous avons été assez humiliés. Voyez nos parents qui vivent dans les cas de Nyaruchinya. Nos parents qui sont pris en otage à Rutshuru. D'autres qui vivent dans des conditions inimaginables dans l'anonymat, qui ont fui dans le territoire de Lubero à Butembo. Simplement parce que, 4 ans durant, Félix n'a pas compris que la reconstruction de l'armée devait être la priorité des priorités. Il doit tirer les conséquences de son échec flagrant. La plus facile des choses était que lui-même fasse une évaluation et dise: j'ai lancé opération état de siège, un fiasco. J'ai lancé opération grande envergure à Beni, un fiasco. Est-ce qu'il est obligé d'attendre 2023 pour démissionner? Comment démissionner? Pourquoi lui pense qu'il doit être là jusqu'à 2023 alors que rien ne lui réussit? Oui, comment vous aussi, vous n'arrivez pas aussi d'abord à se mobiliser? Parce que pour le moment, c'est la patrie. Ce n'est pas Fachi qui dérange. Ce n'est pas Fayoulou. D'abord, c'est la patrie ou rien. Mobilisez-vous pour bouter dehors. La patrie est sauvée par l'organisation d'un État fort. La force de l'armée, la force de la police, la force des services de renseignement. Et tout cela se fait par des politiques publiques menées correctement par ceux-là qui détiennent l'impérium de l'État. Mais vous détenez le moyen de l'État et vous avez fait autre chose. Programme de 100 jours, programme Tchilé-Gelou. Mais c'est un programme qui a été fait avant que la RDC ne soit agressée par le Rwanda et l'Ouganda. Il est dit, les sages disent, qui veut la paix prépare la guerre. Est-ce que Félix a préparé notre armée à la guerre? Si aujourd'hui on peut nous prendre Bunagana le 13 juin, sans combat, on nous prend Rutshuru, Kiwanja, Rumangabo, sans combat, on nous prend Tongo, sans combat, c'est un signe que Félix n'a pas préparé conséquemment l'armée à la guerre. Et il doit tirer les conséquences. Il doit tirer les conséquences parce que qu'il pleuve, qu'il neige, s'il y aurait eu un deal avec le Rwanda, avec l'Ouganda, vous savez, mais il y en a en pas. nous amenant dans la communauté d'Afrique de l'Est, les mains, les pieds liés, il fallait seulement rester au niveau de la SADC.
Mais qu'est-ce que nous sommes partis chercher dans la communauté d'Afrique de l'Est? Mais on a vu tous ces balais diplomatiques que le Kenya et les autres, Burundi, d'ici là, l'Ouganda va aussi... Un sage a dit une diplomatie sans une force militaire, c'est comme de la musique sans instrument. Aujourd'hui, la preuve est là. Malgré tous les multiples voyages, eh bien, personne ne prend le courage de condamner l'agression dont nous sommes victimes. La seule arme qui nous reste ici, disais-je, nous devons nous mobiliser pour contraindre le pouvoir à réorienter ses priorités vers les FARDC, vers nos services de renseignement, vers les services de la police. 2, il faut cesser avec des actes qui détruisent la cohésion nationale. Prenez par exemple la nouvelle mise à place dans les entreprises publiques. Est-ce que ça aussi, c'est du clientélisme. Ça dérange en quoi? Mais s'il te plaît, c'est du clientélisme à outrance. Quel clientélisme? Vous vous rendez compte que c'est un club d'individus qui se partagent ce qu'ils appellent les gâteaux nationaux. Aucun profil de personnes susceptibles de redresser les entreprises. C'est simplement des membres d'un club de l'Union sacrée qui se partagent des postes dans les entreprises. Celui-ci, famille de tel, autant de mandataires dans les entreprises. Tel espace, il y a même des provinces qui ne retrouvent aucun représentant, même si ce n'est pas ça ce qui est l'important. Donc, la cohésion ne se décrète pas par des discours. C'est lui qui estime qu'il veut bâtir la cohésion, travailler à la consolidation de l'État, pose des actes qui permettent à ce que toutes les couches de la nation se sentent unies autour d'une vision, autour d'une politique, et de cette manière, cette cohésion renforcée, nous pouvons mettre l'ennemi, l'agresseur, hors d'état de nuire. Merci. Mais ce n'est pas ce que Félix est en train de poser. Nous vivons un régime où le tribalisme dans les nominations s'est fait à ciel ouvert de manière scandaleuse. Et ça, ce n'est pas des actes favorables à la construction de la cohésion nationale. On a vu beaucoup d'autres tribus qui ont été nommées. Il n'y a pas qu'une seule tribu telle que vous les dites. On y reviendra, mais les faits sont là, les faits sont têtus. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Kassekwa, surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu, malgré vos multiples occupations, vous avez répondu à notre invitation. On va recevoir un autre jeune, Samuel Kanza, pour parler de la situation de l'Équateur. Tout de suite. Je décide avec